Salut, mathématiciens, peintres, écrivains, acteurs de cinéma, des disciplines dans lesquelles on trouve toujours des génies dans l'humanité, mais entre Vincent Van Gogh qui se découpe son oreille pour la donner à une prostituée, ça c'est cadeau, Gérard de Nerval qui promenait son homard en laisse ou encore Andy Warhol qui collectionnait les croûtes de pizza, est-ce qu'on n'aurait pas un grain de folie dans les grains de génie? Voici les 6 histoires vraies qui montrent que parfois les génies ne sont pas tout seuls dans leur tête. Bertrand, René, Jean-Jacques, Marcel, Loïc, parce qu'il n'est pas tout seul non plus dans sa tête. Générique. John Nash Jr. est né en 1928 en Virginie occidentale et cet homme, c'est un brillant mathématicien et économiste qui va partir en vrille, mais alors vraiment bien comme il faut. Tout se passe pour le mieux. On est en 1950, il est l'auteur d'une série d'articles qui portent sur les équilibres non coopératifs, plus tard rebaptisés les équilibres de Nash, ça vous fait une belle jambe. Il enseigne à l'Institut de technologie du Massachusetts, il y rencontre l'amour de sa vie, Alicia, et en pleine guerre froide, il est embauché par le département de la défense pour décrypter d'éventuels messages codés que les Russes planqueraient habilement dans la presse quotidienne. Mais, il y a toujours un mais, il commence à croire voir des messages codés extraterrestres dans les lignes du New York Times. Voilà. Du coup, à la fin des années 50, son état commence à inquiéter un peu son entourage parce qu'il refuse un poste de professeur à l'université de Chicago en précisant qu'il s'attend bientôt à être nommé empereur de l'Antarctique par les extraterrestres. Avec les pingouins. Nash commence en fait à sombrer dans une schizophrénie paranoïaque dont il ne sortira que 30 ans plus tard, au début des années 90, période à laquelle où il réalise enfin sa conférence pour le prix Nobel d'économie qu'il recevra en 1994 pour ses travaux qu'il avait fait quand même 40 ans plus tôt. Et il est mort en 2015 à l'âge de 86 ans dans un accident malheureux de la route avec sa femme Alicia. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme, Russell Crowe l'interprète dans un film sorti en 2001, Un homme d'exception. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment devenir vous aussi un génie et sans accès de folie heureusement, en téléchargeant des données dans votre tête grâce au partenaire de cette vidéo, Cooper, l'application qui propose des versions condensées de milliers de livres et des meilleurs livres et des contenus à lire ou à écouter en moins de 20 minutes. Les 200 premiers auront accès à un mois d'essai gratuit, le lien est dans la description et on s'en reparle tout à l'heure. Grigory Perelman est un chercheur russe né en 1966 qui vit avec sa mère dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Une vie classique, à la différence près que cet homme est un génie qui a refusé un prix d'$1 million. Alors petit retour en arrière, en 1904, Henri Poincaré formule une conjoncture mathématique qui reste encore un mystère presque un siècle plus tard puisque personne n'a réussi à faire la démonstration. On pourrait d'ailleurs faire une vidéo sur ce genre de mystère si ça vous dit. Vous écrivez mystère mi quelque chose dans les commentaires. Genre mystère ou mi raisin. En l'an de grâce 2000, $1 million est mis en jeu par l'Institut Clay pour récompenser celui ou celle qui va trouver la solution à la conjecture de Poincaré. Et en 2002, justement, Grigory Perelman publie gratuitement sur internet ses recherches sur le sujet. Après 4 ans de vérification, le verdict tombe, la conjecture de Poincaré a bel et bien été résolue par Perelman. Certains considèrent même que son travail servira un jour à nous éclairer sur la forme de l'univers. Rien que ça. Enfin, on parle pas d'un mec qui a trouvé juste comment tricher à Fall Guys en retenant l'autre au moment de sauter et que c'est bien relou, par exemple. Perelman devient donc une véritable référence dans son milieu, mais l'homme n'est pas préparé à cette consécration. Il quitte son poste de chercheur, annonce son retrait du monde des maths et démarre une vie de reclus dans son appartement avec maman. Et en 2006, il refuse la médaille. En 2010, l'Institut Clay veut lui remettre le prix du millénaire ainsi que le $1 million promis, mais Perelman refuse. Il déclare alors « Je sais comment gouverner l'univers, pourquoi devrais-je courir après $1 million ?» En vrai, ça se tient. Le mec, il a pas tort. On peut dire que là, empereur de l'Antarctique, lui gouverne l'univers, ok. Avant de s'intéresser à celui qui collectionnait les croûtes de pizza et à celui qui promenait son homard dans les jardins du palais royal, parlons de celui qui offrait ses oreilles en guise d'amour. Ah, je t'aime. À son époque, Van Gogh était incompris et ignoré. D'ailleurs, il aurait vendu qu'une seule toile de son vivant. Sa santé était pas au top, il souffrait d'hallucinations visuelles et auditives. Et la veille du réveillon de Noël de l'année 1888, il reçoit un courrier de son frère, Théodorus, qui était son seul soutien financier affectif d'ailleurs, qui lui annonce qu'il va se marier. Et Vincent panique et s'imagine déjà exclu de la nouvelle vie de famille de son frère. Le même jour, son ami Paul Gauguin, avec qui il avait commencé à travailler, ne le supporte plus et se barre pour rentrer sur Paris. Suite à ça, Vincent se tranche une oreille au coupe-chou, c'est les gros rasoirs comme ça, et il dit je vais la donner à une prostituée pour lui prouver mon amour. Voilà. Et même là, il se plante parce que c'était pas une prostituée, en vrai c'était la femme de ménage d'un bordel de l'époque. Alors il y a d'autres versions qui existent, comme celle qui mettrait en cause Gauguin qui lui aurait lui-même tranché l'oreille à Van Gogh, mais ça on n'est pas sûr. On est sûr qu'il n'y avait plus d'oreille par contre. Il y a des dizaines et des dizaines de diagnostics qui ont été émis concernant l'état de santé de Van Gogh et tous sont divergents. L'abus d'alcool, le manque de sommeil qui serait peut-être à l'origine de son épilepsie, elle-même à l'origine des troubles de son comportement. Plus l'anxiété, les délires hallucinatoires. Ces troubles l'auraient même poussé à manger plusieurs fois sa propre peinture.
C'est-à-dire un peu pour la toile, un peu pour moi. Qui ne connaît pas les célèbres portraits colorés d'Andy Warhol, l'artiste qui est décédé en 1987, étant son influence artistique dès le début des années 60, peint les stars de l'époque, il dessine au moins 50 pochettes de disques, bref, c'est la resta. Il prend également en photo tout ce qu'il peut, de jour comme de nuit, c'est un délire qu'il a et c'est près de 60 000 clichés qu'il conservera scrupuleusement. Et justement, en parlant de conserver, Warhol entassait pas mal de choses chez lui, beaucoup trop de choses en fait. En 1974, la Factory, l'atelier d'artistes qu'avait ouvert Warhol à New York, change de locaux pour aller s'installer à Broadway. Suite à ce déménagement, il décide de conserver des centaines de cartons vides et il va les remplir de photos, de dessins, de coupures de presse, de billets de concert, de notes de restaurant, de tickets de caisse, mais aussi de croûtes de pizza. Alors, quand il mange une pizza, il garde les croûtes, il les met dans un carton. Le message est pas clair, mais pourquoi pas. Il crée ainsi une collection de 612 cartons remplis de centaines d'objets chacun qui servent à rien, et à la mort de Warhol, ces boîtes et leur contenu sont les stars d'expositions nommées Time Capsule à travers le monde. Alors est-ce que c'était un mouvement artistique, une vraie collection ou juste un syndrome de Diogène ? On sait pas tellement. N'empêche que les 612 boîtes sont aujourd'hui conservées par le Warhol Museum de Pittsburgh, et je me dis, dans le doute, gardez des trucs. On ne sait jamais. Il y en a qui font des collectes avec des croûtes. Dans la première moitié du 19e siècle, Gérard de Nerval, alors c'était un écrivain et un poète français, c'était l'un des talents les plus prometteurs du mouvement romantique. Et à la fin des années 1830, alors qu'il a même pas encore 30 ans d'ailleurs, ses premières crises apparaissent. Mais c'est à la suite d'une déception amoureuse avec une comédienne que le poète sombre définitivement. J'adore cette histoire. En 1841, dans les jardins du Palais Royal, qui c'est qu'on voit passer en train de promener son homard en laisse ? C'est Gérard. Gérard, il promène son homard attaché à un petit ruban bleu sous les yeux des passants qui trouvent cet animal de compagnie pas très commun. Et lui se justifie en demandant en quoi un homard c'est plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion ou qu'une autre bête. Quand même Gérard, par exemple c'est un homard quoi. Ensuite il enchaîne les crises, Nerval se prend pour un oiseau en pleine rue dans le plus simple appareil, c'est-à-dire à poil. Il lui arrive de se prendre aussi pour le neveu de Napoléon. Au final il passera plusieurs mois dans une clinique à Montmartre, mais tout le reste de sa vie, Nerval aura du mal à distinguer ses rêves de la vie réelle. Il était victime de visions et de délires hallucinatoires. En 1855, à 46 ans, Nerval sera malheureusement retrouvé pendu près de la place du Châtelet. Vivien Leigh est l'une des plus grandes comédiennes de son époque. Vous la connaissez pas, mais à l'époque, on ne connaissait qu'elle. Elle est née en 1913, elle est devenue actrice de renom au théâtre dans les années 30 et en 1937, elle joue aux côtés de l'acteur Laurence Olivier, qui ne tarde pas à découvrir que Leigh est sujette à de gros changements radicaux d'humeur, mais en mode mauvaise humeur, sa maman quoi. Sa réputation d'actrice difficile commence à se répandre dans le milieu, elle insulte régulièrement ses partenaires de jeu, sur Autant on emporte le vent pour lequel elle obtient quand même un Oscar en 1940, elle trouve que Clark Gable, son amant à l'écran, a mauvaise haleine et elle ne se gêne pas pour lui dire, elle lui murmure à l'oreille pour le déstabiliser pendant les scènes d'amour, et un soir le réalisateur lui reproche d'être trop lady dans son interprétation, et bien le lendemain, elle vient avec le corsage déchiré, avec les seins à l'air, et elle dit « ça va là, c'est assez salope ?» Voilà, c'est vraiment un accès à la critique assez difficile. Elle est atteinte de tuberculose en 1944, et ses sautes d'humeur sont de plus en plus fréquentes. Le fait qu'elle fume jusqu'à 4 paquets par jour, ça doit pas arranger le truc non plus, et elle devient incontrôlable sur les plateaux comme à la vie. Elle devient bipolaire, elle insulte extrêmement violemment son mari, jusqu'à parfois en perdre connaissance. Elle fait « ouais, Loïc, je trouve vraiment, t'es une vieille salamandre, hein, ça... Oh. » Insultée à en perdre connaissance, t'imagines la rage qu'il faut avoir. À la suite du tournage de Un tramway nommé Désir, pour lequel elle obtient d'ailleurs un second Oscar, Vivienne commence à se comporter comme son personnage, en buvant, en passant beaucoup de temps auprès d'hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, et dans les années 60, sa maladie empire et elle sombre dans la dépression. Sur son dernier film, elle terrifie l'équipe de tournage et doit subir des électrochocs entre les prises. Malheureusement, sa tuberculose aura raison d'elle en 1967, à l'âge assez jeune de 53 ans. Alors, selon un rapport sur la santé dans le monde, une personne sur 4 souffrirait de troubles mentaux. Ça fait plus de 300 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par la dépression, 1 600 000 personnes en France qui sont atteintes de troubles bipolaires. C'est entre 15 et 25 ans que les troubles psychiatriques apparaissent en grande majorité. Donc, en vrai, pensez à consulter si des symptômes apparaissent ou à accompagner les personnes qui en ont besoin. Je vous en avais parlé au début de la vidéo et aussi il y a quelques mois et aussi il y a quelques années lorsque j'avais découvert l'application Coober. C'est une application qui permet d'accéder à des synthèses de plus de 1500 livres au format audio ou écrit. Et avant de rentrer dans le détail, sachez que vous avez déjà un mois gratuit pour tester l'application via le lien dans la description. Vous allez vite vous rendre compte que c'est un peu le futur de la transmission de savoir, et pour celles et ceux qui veulent continuer après l'essai d'un mois, vous avez 20 € de réduction sur l'abonnement annuel, ce qui le fait descendre à 59,99 €. Comme je vous disais, je peux en parler facilement parce que je suis un utilisateur régulier pour 2 raisons. Déjà parce que ça me permet de comprendre l'essentiel d'un livre avant de potentiellement l'acheter en version complète, et puis ensuite pour voir
voir si c'est vraiment ce que je cherche, si le contenu me correspond. Et surtout de comprendre et retenir l'essentiel d'un sujet sans consacrer des heures et des heures dessus. Alors quand je parle de sujet, je parle de développement personnel et de savoir. Il n'y a pas de résumé de fiction, ça n'aurait aucun intérêt. Un exemple, en ce moment il y a l'émergence des NFT, on va pas se mentir, je ne connais pas du tout en ce qui concerne la blockchain. J'ai donc lu le copy du best-seller Big Bang Blockchain et moins de 25 minutes plus tard, je connaissais les grands principes, les smart contracts, l'utilisation en économie, mais aussi dans la vie démocratique. Bref, j'avais téléchargé l'essentiel de la donnée dans ma tête. Plus besoin d'être un génie pour comprendre ces sujets. C'est cool, non? Donc toutes les thématiques sont traitées sur Cooper, psychologie, dev perso, art, divertissement, sciences, etc. Et une nouveauté aussi arrivée, il s'agit de ce qu'ils appellent les formations qui sont composées de COBS, d'interviews, de documentaires et de quiz. Et c'est très efficace pour explorer à fond une thématique. Mais un essai valant plus que de longues explications, je vous recommande de tester l'app via le lien qui vous donne accès à un mois gratuit donc et à 20 € de réduction sur l'abonnement annuel. Merci Cooper. Moi je m'appelle toujours Fabien Licard. Salut, c'est moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ici, je vous mets une vidéo sur 6 choses que vous saviez peut-être pas sur le QI. Et là, je vous mets une vidéo sur... Sur quoi, Loïc? Sur... ouais. 6... mais on va pas dire la suite. Ouais. Hein? Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!